Alors, bonne nuit. On se retrouve donc pour quelque chose de différent, ou sinon quelque chose de plus détendu. C'est-à-dire que je n'arrête pas l'étude de partie professionnelle, cependant, je suis sur un projet qui, disons, est pour le moins relativement conséquent, et par conséquent, il faut que j'arrive à dégager du temps libre. Et du fait, je me suis résigné, disons-le comme ça, à mettre en vidéo des cours que j'ai pu donner. Et disons que c'est légèrement un peu dommageable dans la mesure où il s'agit de cours en fait qui sont interactifs. Euh, Ici, on arrive du coup sur quelque chose de plus complexe où, si vous le souhaitez, je vous proposerai de mettre la vidéo sur pause de temps en temps lorsqu'il y aura des questions qui vont survenir pour que vous puissiez essayer de réfléchir sur ceci, sur les éléments. Et donc on est sur 7 cours écrits. Comme je le disais, du coup, je pourrais en partager seulement 6, puisque le troisième cours était un cours où, là, il y avait une cruelle nécessité à ce qu'on interagisse ensemble, puisqu'en fait, il s'agissait de créer, disons-le comme cela, une équipe de joueurs qui allaient ensemble discuter d'une partie, de quoi jouer dans leur partie, et ce sur 30 à 60 coups, qui jouerait alors avec le pédagogue. Et en fait, c'est un cours que généralement les élèves aimaient beaucoup, particulièrement dans la mesure où, en discutant entre eux, ils pouvaient réussir à élever leur niveau, chacun, pour donner une partie très convaincante. Et notamment le dernier groupe avec qui on avait pu faire cette expérience. Donc c'est une expérience basée en fait sur le principe de la sagesse des foules par James Surovecki. James Surovecki. Et du coup, on avait une équipe de 5 élèves, si je ne dis pas d'erreur. Donc les plus forts étaient aux alentours de 4Q, les niveaux intermédiaires étaient plus proches de 7Q et le niveau le plus bas était 18Q. Et à ce moment-là, ils ont réussi à voir que, ensemble, en discutant, en réfléchissant à chacune des éventualités qu'ils pouvaient avoir, qu'ils arrivaient en fait sur une partie niveau DAL. Et c'était un peu l'objectif, disons, de cette partie, c'est-à-dire de montrer que en envisageant plusieurs choses, plusieurs événements, on arrivait à affiner, à préciser notre pensée. Bref, ceci se faisant, du coup, j'en partagerai seulement 6 et on arrive sur le premier cours, du coup, recherche de stabilité par le désir d'extension. Et il s'agit de cours interactifs, comme je le disais, mais aussi qui sont à niveau progressif, c'est-à-dire que on arrive au début du cours avec des notions relativement élémentaires, aux alentours environ de 15 Q, et on élève le débat jusqu'à une pensée de 3 Q environ. Et si j'arrive à faire à peu près correctement mon travail, normalement, même à 15 Q, vous arriverez à suivre, en tout cas à comprendre les idées sur l'ensemble du cours. Et à 3 Q, et bien dans ce cas-là, peut-être que cela vous satisfera, peut-être pas complètement, je ne sais pas, mais peut-être que vous apprendrez 2 ou 3 choses malgré tout. Bien, on va commencer avec le premier cours, et donc, en première question que j'aurai à vous poser, quelles sont les règles au jeu de Go? Essayez de réfléchir à cette question, de vous demander qu'est-ce que c'est une règle au jeu de Go, qu'est-ce qu'on doit faire, et à ce moment-là, il y a plusieurs interventions qui doivent arriver, c'est-à-dire que vous pourrez assimiler des règles aux principes, ce qui n'est pas exactement le cas en vérité, mais surtout, en réfléchissant là-dedans, dans votre pensée, vous devez vous rendre compte qu'il y a plusieurs règles en fait qui sont intrinsèques lorsque vous entrez dans la stratégie de jeu de Go. Cependant, néanmoins, on peut relever une première règle, disons, qui est la règle fondamentale quelque part, c'est-à-dire qu'au jeu de Go, pour gagner une partie, il faut alors contrôler le plus d'intersections sur le plateau, ou bien alors les pierres capturées peuvent compenser cela et même le commis. Et cela donne cette opinion, cette idée, qu'on pourrait penser que théoriquement, un coup aurait alors la même valeur qu'un autre coup. Or, cela ce n'est pas le cas. Et un coup n'a jamais la même valeur qu'un autre coup. Et comment on arrive à ce constat, notamment avec ce principe de synergie entre les pierres. C'est-à-dire qu'on peut augmenter la valeur de notre coup qu'on va jouer en prenant compte de la relation de nos pierres entre elles. Et à ce moment-là, pour essayer d'étayer le propos, on va arriver sur la première notion déjà, c'est-à-dire déterminer le statut d'un groupe. Donc
disons, ce diagramme doit vous sembler relativement familier, dans la mesure où j'ai déjà pu vous le partager, et comme disait, on va dire, mon directeur de mémoire, enfin ma directrice de mémoire, eh bien, l'apprentissage se fait à partir de la répétition. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais pourquoi pas, admettons. Ici, comme vous le voyez, on a un shimari, et en fait, il s'agit d'un groupe fort. Ou alors, on pourrait appeler un groupe fort un groupe vivant aussi, c'est une équivalence. À ce moment-là, un groupe fort est un groupe dans lequel on peut assurer, avec celui-ci, produire au minimum 2 yeux, ce qui est le nécessaire à la vie d'un groupe. On ignore la manière, mais on a cette certitude qu'il y aura 2 yeux. Ici, en l'occurrence, dans les intersections possédées, on peut imaginer qu'il y a 2 yeux présents quelque part en dedans. Bien. À ce moment-là, on dégrade, on va dire, le propos, on arrive sur la notion de groupe stable. Un groupe stable serait un groupe qui possède environ, au minimum, 2 directions, c'est-à-dire une capacité de base de vie ou alors déjà une base de vie atteinte et une direction, ou alors 2 directions qui sont sur des endroits, disons, divergents, ascendants au reste du plateau. Ici, en l'occurrence, comme vous le voyez avec le groupe en B, on pourrait parler d'une équivalence à la base de vie. Lorsqu'on est en 3e ou 4e ligne, on peut parler de cela, ou alors d'une direction, en l'occurrence ici au nord. Donc on a une capacité de base de vie ou une direction au nord. La même chose s'opère ici sur le bord adjacent, sur le bord ouest. On possède une 3e direction vers le centre, et le Hoshi étant un cas particulier, on possède en vérité une direction supplémentaire dans le coin. Ici on est donc avec un groupe stable, on ne peut pas faire plus stable, il possède 4 directions. Et si dans votre étude, dans votre analyse durant vos parties, vous arrivez à un constat que le groupe possède alors plus que 4 directions, cela est donc une erreur. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait un groupe ne peut pas posséder plus que 4 directions au maximum. C'est une convention, comme j'avais pu vous l'expliquer, relative en fait aux points cardinaux. Et en revanche, lorsque vous possédez une direction et une base de vie, ou alors 2 directions, c'est là que votre lecture va intervenir, c'est-à-dire envisager ou non de jouer ailleurs. Et si on envisage de jouer ailleurs, par exemple ici, avec le groupe en C, on pourrait déjà noter le statut, c'est-à-dire qu'on possède une capacité de base de vie et une direction vers le centre. Ici, il ne s'agit pas de 2 directions, puisque comme vous voyez, on s'oriente vers le même endroit, en l'occurrence le centre, donc on a 2 moyens d'y parvenir, mais on ne possède malgré tout qu'une seule direction. Bien. Si on envisage des tenuki, ce qui est tout à fait possible, l'ennui étant qu'en répétant peut-être trop de fois l'opération, on arrive alors sur un statut qui est celui d'un groupe faible. Ici, on n'a pas de moyen d'intervenir sur le centre sans risquer de toucher de pierre adverse, donc cette direction n'existe pas. Si vous touchez une pierre adverse, on n'est plus dans une direction. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le groupe est devenu faible et qu'il faut alors donner les échanges pour vivre. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte d'une chose, c'est-à-dire qu'on donne en fait des bons échanges pour l'adversaire. Ici, en l'occurrence, comme vous le voyez, une force qui est intègre d'ailleurs, puisqu'elle ne possède pas de réelle faiblesse, qui s'oriente en bonne direction de la pierre noire en D16. Donc on a un projet maintenant de noir qui se construit, c'est-à-dire valider l'ensemble de cette zone. Et c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir selon vous, c'est-à-dire, donc en l'occurrence ici, est-ce que l'on peut ou non jouer ailleurs ? Parfois vous envisagerez que ce sera le meilleur coup de jouer ailleurs, puisque vous verrez une zone plus intéressante, et d'autres fois, il faudra se résoudre à rajouter un coup supplémentaire pour éviter de subir une trop grande pression. Et néanmoins, dans cet exemple que j'ai pu vous donner, on remarque une chose, mais en premier lieu, j'aimerais qu'on s'attarde sur le groupe en D. Pourquoi j'aimerais qu'on s'y attarde dessus ? Tout simplement parce que le groupe en D, quel est son statut ? Son statut est stable. Il possède une base de vie, une capacité de base de vie, et une direction vers le centre. Donc on a 2 directions. Cependant, ce groupe-là est aussi une force. Pourquoi ? Une force, en fait, est disons un mur qui possède un rayonnement, un groupe stable, par exemple, ou un groupe vivant. Un groupe vivant, s'il n'est pas enfermé, est une force aussi, qui, par son rayonnement produit,
va développer des positions intéressantes. Cependant, une force n'est pas un groupe vivant. Et c'est souvent une erreur qui peut être conduite, notamment puisque, comme on peut le remarquer, imaginons que Noir opère différents tenuki successifs. Par exemple, on arrive alors sur un groupe faible qui possède qu'une seule direction. Et par conséquent, ça vous donne aussi une autre information, en plus de la première que vous avez dû percevoir, c'est-à-dire que dans ce cas-là, premier lieu, pour attaquer un groupe, on va retirer la direction. Et second lieu, le statut d'un groupe n'est pas immuable à la partie. Il peut changer. On peut arriver sur un groupe faible comme sur un groupe vivant, et bien sûr, les statuts peuvent alors changer au gré du jeu. C'est-à-dire qu'un groupe vivant peut parfois ressembler alors à un groupe potentiellement attaquable, donc stable, ou alors un groupe faible, et pareillement, un groupe faible peut devenir un groupe vivant. Et à ce moment-là, comme je le disais, on remarque cette notion d'attaque. C'est-à-dire que là, par exemple, Noir possède 3 directions. Et en l'occurrence, en retirant une direction, on voit qu'on freine le développement. Et c'est pour cela qu'il faut réfléchir dans ces notions-là, puisque justement, cela va vous permettre d'envisager une chose, c'est-à-dire que si vous ignorez trop la stabilité de votre groupe, dans ce cas-là, vous créez un groupe qui n'aura plus de développement. On n'est plus dans de la synergie, on va se retrouver dans de la survie à un moment donné. Et cela est quelque chose de vraiment important à retenir, puisque si on retire les meilleures directions, on peut se retrouver avec quelque chose d'étrange. Ici, en l'occurrence, par exemple, admettons Noir Tenuki. Officiellement, il a le droit de jouer ailleurs. Le groupe en Q3, comme on a dit, est stable. Et si on imagine quelque chose dans ce coup-là, par exemple, on remarque en fait que Blanc retire 2 directions à Noir. Comme vous le voyez maintenant, si Noir essaie d'aller vers le centre, il ne peut pas, il va toucher les pierres de Blanc. Et s'il essaie de s'orienter sur le bord, il rentre à nouveau en coup de contact. Donc le groupe en A maintenant est faible de Noir. Et dans ce cas-là, comme vous le voyez, Noir n'aura plus de potentiel, puisqu'il aura peut-être trop ignoré la stabilité de son groupe. Donc parfois cela est intéressant, puisque si la direction de jeu n'est pas satisfaisante, on peut envisager de simplement faire vivre notre groupe, et d'autres fois il va falloir être plus alerte. Mais on peut aussi envisager quelque chose de plus, disons, convenu, par exemple quelque chose dans ce goût-là, un coup d'écrasement. Et ici vous voyez qu'on retire également la direction. Donc là on n'est plus dans de l'attaque, on entre sur le coup de contact. Et si on imagine un processus, par exemple une partie dans ce coup-là, voilà, et Blanc par exemple donne son Shimari, on voit une chose, c'est-à-dire que ici par exemple, si on se concentre sur Blanc, on voit que Blanc pourrait avoir une extension primaire de son Shimari en K17, et également il pourrait envisager aussi une extension en R11 ou R10. Et cela vous donne cette information, cet élément de réflexion. Si vous veillez à la stabilité de vos groupes, au niveau de la cohérence de jeu, vous allez arriver en fait sur des potentiels à jouer. Et c'est là qu'en fait on commence à parler de synergie au jeu de Go. Et là probablement que Noir ayant l'initiative, il envisagera un coup en direction du bord à l'est. Justement puisqu'il s'agit d'une direction partagée entre le blanc et le noir. On est sur ces notions. Et on travaille avec ceci. Là la méthode que je vous ai donnée, c'est une proposition parmi tant d'autres. Et bien évidemment, pourquoi je vous la donne? Pour justement vous aider à faciliter votre lecture. Ignorez un peu le superficiel, puisque des fois, en partie, on est en train de se poser la question comment faire survivre un groupe. Or, cela n'est pas toujours intéressant, puisqu'ensuite on perd en fait le sens global du jeu, le mouvement de la partie, et avec cette méthode, au moins, vous pourrez de manière assez rapide déterminer vos statuts et vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire obtenir le plus de territoire. Et à présent, comme j'avais dit, on avait pu voir cet exemple notamment, j'avais pu vous montrer. Et pourquoi je vais vous le remontrer ici? Justement parce qu'en fait ici il y a une grande question à se poser. Noir approché en 7, c'est le dernier coup de Noir. Et imaginez que Blanc choisisse de se stabiliser. À ce moment-là, regardez ce qui peut se passer, c'est-à-dire que Noir va pincer la pierre en R5. On est donc maintenant sur une pierre blanche qui est devenue faible. En tout cas, s'il envisage de jouer avec, c'est un groupe faible. Donc si Blanc n'envisage pas le sacrifice, qui continue la partie,
Noir alors construit un potentiel du sud. Et le groupe de blanc, comme vous voyez, est en position de combat puisqu'il est toujours faible. À ce moment-là, ça vous donne une indication, c'est-à-dire qu'il va falloir hiérarchiser la stabilité entre vos groupes. C'est-à-dire que si on revenait à la position de départ, ici officiellement, combien blanc possède de directions sur sa pierre en 4, son groupe en 4. Possède une direction vers le centre, possède une capacité de base de vie ou une direction sur le bord ouest, et une troisième dans le coin. Maintenant, si on compare ceci avec le groupe ou la pierre en 6, à ce moment-là, vous voyez que blanc possède une direction, une capacité de base de vie à nouveau sur le bord est, et une nouvelle, une seconde, vers le centre. Donc à ce moment-là, lorsqu'on observe ce processus, on se rend compte que la pierre en R5 est la pierre la plus importante puisqu'elle est le plus potentiellement attaquable par le noir et qui par conséquent il va falloir soutenir, donner un appui à cette pierre. Et à ce moment-là, on va préférer, par exemple, plutôt que de jouer sous coup, venir stabiliser au plus vite le groupe en 6. Vous voyez, comme ceci. Et à ce moment-là, on remarque une chose, c'est-à-dire que blanc possède l'initiative pour jouer le coup en C6. Donc on est vraiment dans cette idée, prioriser les stabilités des groupes, déterminer quels sont les groupes les plus faibles ou potentiellement attaquables et les stabiliser au plus vite pour passer à l'essentiel, c'est-à-dire la construction et le développement de points. Et si cela est clair pour vous, à présent je vais vous montrer une partie qui s'est jouée à niveau 7Q. Donc ici vous avez blanc qui fait un san-san, noir au chi, et hop là, et blanc vient tout de suite kick. Donc ici, on a l'idée que blanc est en train de nourrir, c'est-à-dire vouloir, en coup de contact, opter pour une stabilité très rapide au niveau de son coin, mais également espérer obtenir l'initiative. Puisqu'ici, si noir répond ailleurs, imaginons quelque chose comme ça, on va se retrouver en fait avec une pression, une attaque qui est donnée sur les deux pierres. Ici, vous avez noir qui possède une direction. D'ailleurs, celle-ci est un peu molle. On va préférer plutôt cette pince-là. Voilà. Ici, vous n'avez qu'une seule direction possible pour le noir, qui est vers le centre. Deux moyens d'y accéder, comme on le voit, mais il n'empêche qu'il ne s'agit que d'une direction. Donc on est dans cette idée-là, et noir va alors stabiliser son groupe. Donner un dernier ajout pour éviter la pression possible du blanc. Et blanc décide tout de suite de prendre le san-san. Admettons, pourquoi pas, comme stratégie, on a vraiment un blanc ici qui a un jeu qui est très sévère pour le territoire, puisqu'il prend tous les points purs visibles du début de partie, donc en l'occurrence les coins. Et noir bloque de ce côté-là, on arrive à ce mouvement-là. Ici, il faut comprendre ce qui s'est passé pour comprendre cette idée de synergie. Noir, voyant le projet de blanc de récupérer le coin, bloque un premier accès du bord à la pierre de blanc. Blanc continue d'étendre la base de vie, noir continue l'enfermement, et quand blanc vient ici, noir propose un enfermement définitif. Dans la mesure où si blanc répondait, noir obtiendrait alors une double gueule de tigre, donc une force ici, on pourrait même dire un groupe vivant en l'occurrence, qui rayonne sur le bord nord, vers le centre, mais aussi et principalement sur le bord ici comme vous pouvez le constater à l'est. Donc dans ce cas-là, blanc refuse cela et tente de négocier la part. Noir protège alors sa pierre et blanc récupère l'extérieur. Il vient de refuser cette possibilité que noir puisse nourrir un projet sur le bord est. Et noir va jouer ce coup-là et blanc en fait va donner le début du drame. Et là c'est un coup qu'on pourrait qualifier en fait d'égoïste. Alors pourquoi ? Lorsqu'on parle d'égoïsme au jeu de Go ou d'autres superlatifs, on n'est pas sur le qualificatif qui vise à définir la personne, on définit simplement le coup. Le problème étant, au jeu de Go, disons qu'on ne possède pas un vocabulaire suffisamment précis. C'est justement pour ça qu'on arrive en fait sur des différents qualificatifs comme ceci pour parler des coups. Notamment pour les rendre plus éloquents et également aussi justement pour en facilitant la compréhension, déterminer en fait la qualité rapidement d'un coup. Et à ce moment-là,
On est simplement sur un manque de vocabulaire, on n'est pas sur une tentative de donner de la morale à un joueur ou à une partie, puisqu'il n'y en a pas au jeu de Go, mais vraiment juste de nommer le coup. Donc bref, Blanc joue ce coup-là, et c'est le début du drame. Blanc continue l'effort, comme vous voyez ici, alors qu'on a toujours cette faiblesse de coupe. Blanc est en train de batailler pour conserver un point en T16. Et Noir coupe, Noir joue ce coup-là, et ici Noir se trompe. Pourquoi je dis qu'il se trompe? La raison est qu'il n'y a pas besoin de protéger la coupe, on n'est pas en menace d'être capturé directement par le blanc. Et cela donne une occasion à blanc, mais blanc en fait l'ignore puisqu'il lance tout de suite le coup. C'est-à-dire qu'il pouvait jouer en T14 et capturer les pierres. Donc il lance un coup, et à ce moment-là, en début de partie, n'ayant aucune menace de coup, blanc va donc essayer de créer de nouvelles possibilités. Dans la partie, noir va continuer en fait cette idée, cet engagement du coup. Cependant, si on imagine que noir ne répond pas, qu'il ignore les coups de blanc, vous voyez maintenant qu'on arrive à cette position. Et ici, blanc a certes affaibli la pierre en Q4 de noir, a récupéré le coin, mais l'échange entre le groupe en A et le groupe en B est largement profitable à noir. Pourquoi? Puisqu'il vient de récupérer son propre coin, avec des pierres en plus, et derrière, avec une force extérieure qui rayonne, comme vous le voyez, à plusieurs endroits du plateau. Et ici, blanc, même s'il affaiblit la pierre en Q4, celle-ci manque en fait en intérêt, puisque noir ayant affaibli aussi les pierres de blanc en triangle, vous voyez ici que le bord, en l'occurrence à l'est, ne donnera pas de points. Il n'y a pas blanc qui va pouvoir construire énormément dessus et noir non plus. Donc ça veut dire que blanc vient simplement de récupérer des capacités vers le sud, en échange de perdre ou de donner à noir un plus grand coin. Et à ce moment-là, maintenant qu'on a vu en fait à quoi ça donne cette synergie en position globale, il va falloir alors se renseigner, c'est-à-dire sur qu'est-ce que blanc aurait pu donner. C'est-à-dire que si ce coup-là est un coup de jalousie, blanc en fait devait simplement capturer la pierre, répondre à sa faiblesse de coupe en S15, puisque justement en ignorant cette faiblesse, on s'est créé des difficultés inutiles. Et à ce moment-là, noir récupère une partie du coin, mais comme vous le voyez, si noir joue en S18, il va se retrouver légèrement déçu. Le coin a été réduit, c'était son propre coin, et derrière il donnera l'initiative une nouvelle fois à blanc. Donc noir n'a pas envie de toute façon de protéger la pierre en S18. C'est trop petit pour l'instant, c'est trop inintéressant. Et à ce moment-là, ça vous renvoie une chose, c'est-à-dire que vos faiblesses, ou alors au niveau de coupe, comme on peut le voir ici, de manière locale, ou alors au niveau de vos groupes, ça peut alors s'apparenter, en tout cas c'est ce que je pense personnellement, c'est-à-dire à votre condition initiale de jeu. Vous ne pouvez pas donner un jeu qui sera cohérent et productif dans vos parties si vous ignorez trop de fois vos faiblesses de groupe et de position. Et dans ce cas-là, il faut d'abord envisager cela, répondre à ces priorités-là, cette condition de jeu, avant de commencer à réfléchir à des notions, disons, plus stratégiques au niveau du plateau. Et si cela est suffisant, je vais alors vous montrer cet exemple. Alors ici, il s'agit d'un joseki. Alors, aujourd'hui, on aurait tendance à dire que ce n'est pas vraiment un joseki, puisqu'en fait, blanc en 4 est beaucoup trop lent, et comme vous le voyez, derrière, noir en vérité peut tenuki, n'est pas obligé de répondre en 5. Or, en fait, ici, ça reste un joseki. C'est simplement un joseki qui est imparfait, puisque blanc comme noir ici n'ont pas joué les meilleurs coups possibles. À ce moment-là, il faut se poser aussi la question de qu'est-ce que c'est un joseki. Un joseki est une séquence établie par différents joueurs professionnels qui donne en fait cette idée de position égale. Mais la position égale, qu'est-ce que ça veut dire en fait dans un joseki? Bien, un joseki, comme je disais, une séquence égale pour les deux couleurs, mais en fait ce joseki est seulement possible sur un plateau neutre. Un plateau neutre, en fait, c'est une notion, disons, un peu abstraite, puisqu'il ne s'agit pas d'un plateau vierge, c'est un plateau où il y a déjà des pierres jouées. Et à ce moment-là, en fait, lorsqu'on le joue, blanc comme noir vont obtenir un bon résultat. Ou en tout cas, un résultat supposé équivalent, puisque les deux valeurs vont alors s'annuler.
Cependant, en partie, un Joseki ne peut pas être par conséquent Joseki, puisque le plateau neutre est une notion abstraite, ou alors dans de rares cas, vous l'atteindrez, et cela avantagera toujours légèrement l'une des deux couleurs, selon celui qui a pris la meilleure direction de jeu. Mais ici, pourquoi je voulais venir à ce Joseki, puisqu'on va comprendre à nouveau dans cette idée de synergie locale, cette idée de cohérence entre nos pierres. Regardez, blanc prend Oshi et noir approche, en retirant une direction de blanc. Blanc choisit de stabiliser au mieux, au maximum, son groupe en C, en C6. Et maintenant, noir remarque une chose, c'est-à-dire que le coin donnerait la vie à son groupe, comme le coin donnerait la vie à blanc. Donc noir va en fait contester la base de vie des deux groupes. Et blanc récupère le coin, et alors à ce moment-là, il faut réfléchir à une chose, c'est-à-dire qu'est-ce que noir peut jouer. Visuellement, on aura envie de dire J3. Cependant, ce n'est pas quelque chose de naturel. Pourquoi je dis cela? Puisqu'officiellement, noir a une capacité de base de vie et une direction vers le centre. Donc cela reste en fait un groupe stable. Alors pourquoi est-ce qu'il répond en J3? La raison étant, il y en a plusieurs. Regardez, quand noir vient ici, il retire une direction de blanc, comme on le disait, en l'occurrence au sud. Donc à ce moment-là, si noir, admettons, envisageait un tenuki, lorsque blanc pourrait jouer une pince, par exemple, il menacerait la stabilité du groupe de noir. Noir n'aurait alors plus que, en l'occurrence ici, une seule direction. Donc il va devoir se stabiliser de manière à récupérer à nouveau deux directions. Mais alors, cette attaque va permettre à blanc de justifier sa présence sur le bord au sud. Et c'est notamment pour ça que noir va envisager sérieusement, dans le Joseki justement, de répondre en J3, pour garder la cohérence, la logique de la pierre en F3, c'est-à-dire empêcher que blanc puisse venir facilement sur le bord sud. Et ça, c'est notamment quelque chose que je peux vous recommander, ou en tout cas, je suis à peu près convaincu de ce que j'avance pour au moins cette chose-là. C'est-à-dire que souvent, on a pu me poser la question de lorsque je fais une idée qui est fausse, qu'est-ce que je dois faire? Parce que souvent, on se rend compte que quand on fait une erreur de direction, des choses comme ça, des méjugements, souvent, on a envie de jouer ailleurs et d'ignorer cela. Or, ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux aller au bout de votre démarche, même si celle-ci n'est pas très bonne au niveau de votre direction, que de simplement jouer ailleurs, puisque justement, on retourne à la condition de base du jeu, vous allez ouvrir à des groupes faibles, des attaques potentielles, et subir trop de pression pour vous développer correctement. Donc une erreur mise à son terme jusqu'au bout est beaucoup plus intéressante pour votre jeu que de changer directement la direction parce que quelque chose ne vous a pas plu. Et à ce moment-là, on arrive déjà à nouveau sur ce principe de synergie, de cohérence entre les pierres. Et par conséquent, maintenant qu'on a vu ceci, on va regarder sur une autre position, cette fois-ci plus globale. On ne sera plus dans du local. Donc là, je vous ai mis une partie, disons, imaginée. Et voilà, ici comme vous voyez, noir joue en 9, et on voit qu'il essaie de construire un projet de valider, ou en tout cas assembler l'ensemble du nord. Pourquoi je dis le terme d'assembler? Justement, toujours dans cette idée de cohérence, c'est-à-dire que, comme on le voit par conséquent, lorsque l'opportunité est présente, ici comme vous le voyez, tous les bords sont de largeur égale, on va préférer jouer en direction de nos pierres. Tout simplement parce qu'en liant nos pierres entre elles, on réussit à prendre du territoire. Or, si on évite ce principe de jeu, dans ce cas-là, on va arriver sur des positions où on ne peut plus les unir et mathématiquement, on fera forcément moins de points au niveau des liaisons. Mais cela n'est pas toujours évident, c'est-à-dire que parfois, il faudra envisager, se résoudre à jouer un coup de direction, même s'il n'est pas dans le même sens, dans la même direction que nos propres pierres. Cependant, quand l'opportunité est possible, il vaut mieux le faire. Donc à ce moment-là, comme vous le voyez, noir ne fait pas simplement les points de cette zone, mais envisage un projet de réunir l'ensemble de ce bord. Et blanc répond ici. Et à ce moment-là, je vais vous demander d'envisager un petit peu les coups qui vous semblent selon vous intéressants pour donner suite, toujours pareil, en pensant à ce principe de synergie entre les pierres. Alors,
j'avais eu plusieurs propositions à ce moment-là au niveau de ces coups. C'est-à-dire que j'avais eu ces propositions ici, notamment le coin A. D'ailleurs, le coin A n'est pas le coup qui était le plus ressorti. Et voilà l'ensemble des propositions que j'avais eues, et une dernière avait été une pince. Bien. Alors, imaginons en premier lieu le coup en A. Le coup en A, comme vous le voyez ici, on est simplement en train de stabiliser notre groupe, mais on n'accomplit rien au niveau de la synergie. On n'est pas en train d'atteindre une relation entre nos pierres. Comme vous le voyez, le nord reste au niveau de sa propre zone. Et la pierre en Q4, après le coup en O3, ne vise pas à travailler sa position. Et on avait proposé aussi le coup en D. Le coup en D, en fait, serait une erreur de direction. Déjà, en premier lieu, il ne s'agit pas du bord le plus large, comme vous le voyez. Et on est en direction des pierres de blanc, on joue ça dès le début de partie, ça veut dire qu'on s'est trompé sur le potentiel, en fait, que blanc pouvait avoir sur ce bord. Et on a joué par précipitation. Et blanc peut souligner ce rendu, notamment avec ce genre de séquence. Où noir va devoir investir le bord, mais blanc se retrouve avec un coin qui est plus profitable, a donné la mauvaise direction noire, récupère maintenant l'initiative pour jouer autre chose. Donc ici, ce sera un coup de précipitation. Si on envisage le coup en C, c'est une éventualité, et le coup en B également. Mais on reste toujours dans cette idée du coup en A, c'est-à-dire qu'on n'accomplit rien en termes de la liaison entre nos pierres, de la synergie. Et il reste alors la pince. Et pour la pince, j'avais pu proposer celle-ci. Et je me souviens qu'en fait, on était dans cette idée, c'est-à-dire qu'on avait pu me rétorquer quelquefois, mais ici, comme on le voit, si on compte les intersections, ce n'est pas le bord le plus large. Le bord le plus large serait en fait au sud. Alors, en premier lieu, en effet, cela est vrai. Néanmoins, comme je vous ai dit, au niveau de la synergie, si vous reliez vos groupes entre eux, ils feront plus de points. Donc mathématiquement, c'est plus profitable quand vous voyez un bord intéressant pour l'ensemble de vos pierres d'aller sur cette direction de jeu. C'est-à-dire que, imaginez si on est envisagé, je peux même vous montrer une réponse absolument catastrophique pour le blanc, pour le noir, mais imaginez par exemple ceci. Mais ça, par définition, ce serait une erreur de direction parce qu'en fait, blanc va s'installer trop facilement en fait sur le bord. Noir n'a rien accompli au nord, il a simplement continué ce même projet, mais il n'a rien développé en plus. Et ici, de récupérer le coin avec des capacités d'invasion à R3. Noir cependant a l'initiative, donc ce n'est pas si dramatique, on aurait envie de dire. Et c'est justement pour ça que je vous ai dit que ce n'était pas forcément un mauvais coup. Cependant, ici, comme vous le voyez, blanc a réussi à développer une zone de points potentiellement intéressante au niveau de sa position du bord est. Et on perd alors quelque chose. Donc il faut malgré tout que le coup, lorsqu'on envisage quelque chose, que ce soit justifié. Et on en arrive alors à la conclusion de cette pince parce que comme on le voit, je peux même vous le dessiner virtuellement, l'ensemble des groupes semble lié virtuellement. Ici on va plutôt le mettre plus en dessous quand même tout de même. Et on pourrait même imaginer que si blanc ne répond pas, on obtient un recouvrement. Mais vous voyez ici que toutes les pierres sont liées entre noirs. Et c'est ça, cette atteinte à la synergie, c'est penser à la liaison des groupes. Lorsque cela est permis, bien sûr. Parfois, cela est une erreur. Et c'est quelque chose, en fait, que... Alors, on va retirer un petit peu tout ça, parce que c'est extrêmement laid. C'est quelque chose, en fait, que Takemiya Masaki parle notamment dans le Go Cosmique, que j'ai pu lire il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire, il appelle cela ressentir les coups. Alors, ressentir les coups, en fait, parfois, c'est déterminer une zone qui est intéressante. Et souvent, on est dans cette idée de faire travailler les pierres entre elles. C'est notamment pour ça qu'on parle de Takemiya Masaki au sens du Go Cosmique, qu'il réalise des moyos, c'est qu'en fait, comme il le dit, sa volonté n'est pas de créer des moyos du tout. C'est simplement qu'il a horreur d'être enfermé, parce que être enfermé mène à de la survivance et non plus à de la vie, que par conséquent, ces pierres vont alors naturellement sortir vers le centre. Et à ce moment-là, vous voyez que si toutes les pierres sortent naturellement vers le centre, on arrive alors dans une position qui va donner une liaison entre les groupes. Et c'est pour ça que le moyo se crée chez Takemiya Masaki. Alors juste un instant. Et c'est aussi en fait quelque chose qu'on pourrait apparenter... Alors peut-être que ça vous évoquera plus quelque chose. Si vous avez lu le manga en fait Hikaru no Go,
il y a un épisode où Sai en fait explique à Hikaru, si je me trompe pas, il lui dit Hikaru, s'il te plaît, écoute, n'essaie pas de jouer comme un automate et essaie de ressentir les coups. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Takeshi Obata, qui est l'illustrateur, le dessinateur de ce manga, va montrer quelque chose de très intéressant au niveau du mouvement en fait que Hikaru va poser au niveau de ses mains. Euh, si vous voulez, je peux envisager de vous le montrer. Alors, un instant, s'il vous plaît. Vous inquiétez pas, le goban n'est pas cassé, c'est juste un goban pliable avec un dispositif en charnière. Enfin bref, usuellement, c'est relativement peu stable, mais on s'y fera. Usuellement, une pierre de Go, vous la tenez de cette façon. Donc on pince la pierre entre le majeur et l'index. Et ensuite on claque la pierre sur le goban. Parfois il y a le jeu un peu vieux style des années 80, c'est-à-dire on la fait à la japonaise, on claque et on racle la pierre sur le plateau. Bref, ceci étant, Hikaru, en fait, si vous regardez au niveau des premiers dessins de sa main, on arrive en fait sur une pince de la pierre de cette façon. Et le reste de la main est alors serré. Et il pose la pierre, limite en lâchant au niveau des dessins. On est dans cette idée. Et quand Sai va demander à Hikaru de ressentir le mouvement des pierres, on va en fait avoir cette idée en fait que Hikaru, au niveau de ses mains, va alors non plus tenir la pierre déjà de cette façon, comme ça, à poser comme un pion, mais on va avoir une façon de pincer ici, avec l'index toujours et le pouce. Et alors, vous voyez un léger dessin au niveau de Takeshi Obata, c'est-à-dire qu'il va appliquer une légère ondulation au niveau de l'index pour montrer qu'il ressent un certain mouvement. Donc on n'est plus comme ça, on est en train d'essayer de chercher le mouvement. Et je trouve que c'est une jolie illustration, enfin une jolie manière d'aborder. Ça pourrait faire penser notamment à l'éloge de la main d'Henri Faucillon. Donc c'est plutôt bien trouvé, je trouve, visuellement. Enfin bref, on est vraiment dans cette idée de réussir à déterminer, en fait, à ressentir un coup, puisqu'on voit que ça travaille avec nos pierres. Au départ, vous allez penser, comment penser cela? Ça va être assez simple. Ça va être, en premier lieu, en vous basant sur les bonnes formes. Donc une bonne forme va vous conduire, en fait, à trouver les directions entre vos pierres de façon à ce qu'elles travaillent entre elles. Et petit à petit, vous allez développer votre pensée et aller en agrandissant. Bref, pour revenir à la partie, si on imagine une pince, blanc peut embellir le san-san par exemple. Et à ce moment-là, on arrive sur quelque chose d'assez convenu. Et vous voyez là, toujours pareil, on cherche la liaison entre nos pierres. Donc, on ne néglige pas nos formes. Ici, on est à nouveau en train de répondre à un problème, c'est-à-dire une faiblesse de coupe ici. Et pour répondre à ce problème, on lie le tout, l'ensemble. Et à ce moment-là, vous vous apercevez d'une chose, c'est que blanc n'a pas construit quelque chose d'incroyable. On est toujours sur la troisième ligne à chaque fois pour le blanc. Et il récupère ici simplement le coin. Donc la pierre en O3 ou alors la pierre en C14 ne travaille pas spécialement avec la pierre en D4 de blanc. Or, ce n'est pas le cas pour noir. Et ici, comme vous le voyez, pour noir, on est même parfois sur la quatrième ligne avec le coup en Q9. Donc c'est un coup... La quatrième ligne, c'est un coup, comment dire? Souvent, on traduit ça par, en tout cas en France, par la ligne d'influence. Or, lorsque j'ai pu voir des traductions différentes au niveau des langues anglaises, on ne parle pas de la ligne d'influence, on parle en fait de... C'est notamment Takehideo qui en parle. Il parle de la ligne de l'ambition. Et l'ambition, c'est quoi? C'est ambitionner de faire plus de territoire, simplement. Donc parfois, un coup en quatrième ligne ne veut pas dire un coup d'influence nécessairement. C'est simplement un coup qui est plus ambitieux. Et j'aime bien cette façon de penser. Mais maintenant, vous remarquez une chose, c'est que les approches de blanc en A ou en B ne sont pas évidentes. Par exemple, si on imagine ce coup-là, qu'on imagine une pince, vous voyez que le noir construit l'ensemble de la zone et que blanc ici va devoir se stabiliser de cette façon, ou peut-être même avec un coup en L17, mais sous pression et n'a pas de grand développement lui à son tour. Il est à nouveau sur un groupe qui va faire environ 2 à 4 points. Et c'est ça que ça va vous donner, ce travail de synergie, c'est-à-dire en vous donnant les meilleures possibilités, fatalement, vous allez donner les possibilités les moins avantageuses à votre adversaire. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir au niveau des points, le travail entre les pierres sera beaucoup plus important et bénéfique. Et
Maintenant, si je vous montre un autre exemple de partie, on va voir en fait ce principe de synergie toujours dans le sens global. C'est-à-dire que ici, j'avais pu déjà vous le montrer. Donc, navré pour la répétition. Comme j'avais dit, ici, il y avait un drame cruel de la part de Blanc, parce qu'ici, il faisait un non-sens. Il voulait se développer vers le bord, et en vérité, maintenant, quand Noir a dit de récupérer le coin en échange, Blanc a refusé. Alors qu'au jeu de Go, on partage le global, on ne peut pas tout prendre. Et on arrive du coup, comme je le disais, à ce drame, et avec ce coup étrange. Ici, on est toujours sur ce travail. Blanc ici envahi, et en fait, dans la partie, Noir, donc ça c'était une partie de 4Q, va kicker directement. Officiellement, on aurait tendance à penser que le coup n'est pas inintéressant, puisque le kick va permettre la réponse obligée de Blanc, l'investissement des pierres. Maintenant, c'est un groupe. Cependant, comme vous voyez maintenant, si Noir veut se stabiliser, on se retrouve au niveau de L17 et Blanc également. Et en fait, il va se passer une chose, Blanc finit enfin par stabiliser le groupe, et quand Noir vient, Blanc peut à nouveau se stabiliser vers l'extérieur. Ici, comme vous voyez, on a une direction vers le centre, et une autre ici vers le bord ouest. Et soudainement, on est déçu de cette attaque, puisque Noir, en fait, en kickant, en prenant simplement les points, eh bien, il s'est retrouvé avec un groupe potentiellement attaquable. Donc, on a un résultat décevant pour le Noir. Et si on travaille et qu'on pense à ce principe de synergie, dans ce cas-là, on va essayer de lier les pierres entre elles, comme vous voyez. Et de cette manière, en produisant le fermement, on se retrouve avec un blanc à ce moment-là qui est isolé et pincé en haut 17, qui commence à devenir un groupe faible, et blanc n'a pas de position intéressante, alors que noir possède une force intéressante vers le centre, etc. Et ensuite, il y a aussi une autre chose que je voudrais vous montrer, c'est ce coup-là. Maintenant, je vous laisse réfléchir. Imaginez ce que peut ou doit répondre en une courte séquence le noir. Eh bien, ici, je vais vous montrer une séquence sans rien dire. Et on va essayer ensemble ensuite de déterminer qu'est-ce que cette séquence vaut. Alors imaginons, noir coupe, blanc pousse, blanc referme, noir essaie d'enfermer, mais blanc à ce moment-là peut déchirer la forme de noir. Et vous voyez que noir vient de perdre le coin. Et ici, j'ai une question à poser. Pour qui pensez-vous que ce résultat est bon? Eh bien, peut-être que vous auriez envie de vous dire que ce résultat est peut-être intéressant pour le noir, parce qu'en fait, il possède toujours cette position à l'extérieur, qui est légèrement, disons, peut-être affaiblie, comme il y a de la J en G15. Et toujours, il a l'initiative pour essayer de mettre une pression supplémentaire au groupe de blanc au 17. Cependant, il a perdu le point en échange. Il a donné la vie à blanc. Donc la question est de savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette séquence vous-même? On renouvelle, regardez ici. En vérité, c'est une séquence qui est... Disons que peut-être la partie peut vous sembler jouable, mais la séquence est clairement catastrophique en fait pour le noir. Et c'est là en fait qu'intervient une notion qui est plus élaborée, c'est-à-dire que là on va commencer à comprendre ces genres de notions à partir de 5 à 4Q, c'est-à-dire comprendre qu'une pierre a fait son travail et a fait sa fonction. C'est-à-dire que ici, blanc peut déchirer la forme, c'est un fait accompli. Cependant, noir ne doit pas envisager de surinterpréter la capacité de ces pierres. Ici, vous avez vu, on continue l'effort à essayer d'enfermer au maximum. Cependant, l'effet avait déjà été produit de toute façon depuis qu'on avait joué la pierre en F15. Donc, il n'y a plus d'intérêt. On a obtenu le gain. Le gain était lequel? De jouer K17, obtenir une force, pour derrière envisager de mettre la pression sur la pierre en O17. Et par conséquent, ici, il vaut mieux simplement reculer. Puisque de toute façon, on possède toujours cette force. Ici, on a même grandi celle-ci. On va pouvoir un jour pincer efficacement la pierre de blanc. Et on ne perd rien en échange. Donc ne cherchez pas à faire en sorte que vos pierres soient tout le temps liées. Déterminez pourquoi vous allez jouer votre coup. C'est un peu étrange que je vous dise ça. Déterminez pourquoi vous allez jouer votre coup. Et à partir de là, vous allez envisager est-ce que mon coup a répondu ou non à mon objectif. Si c'est le cas, vous êtes content, vous déterminez l'objectif, et s'il est atteint, on peut arrêter. On n'est pas obligé de réinsister. On n'augmente pas la valeur d'une pierre en rajoutant des coups collés entre eux.
On augmente la valeur d'une pierre parce qu'elle travaille avec les autres. Et toujours dans la même idée, les autres pierres déjà présentes. Alors que là, si on surinterprète et qu'on pense qu'on peut avoir une force magnifique en continuant de relier les pierres, eh bien, on a ignoré ici complètement la stabilité de nos groupes. Parce qu'on a voulu surinterpréter en jouant des coups de contact et en jouant l'insistance. Donc il faut vraiment essayer d'être alerte. Mais ça, c'est une notion qui est un peu développée, on va dire, je pense. Et peut-être que... oui, je pense que entre 5 et 4 Q, cela peut être intéressant d'essayer de travailler sur cette idée-là. Mais avant, c'est peut-être légèrement compliqué. Et ici, on revoit à nouveau l'exemple. Et comme je vous ai dit, parce que j'aime bien citer les sources, alors ça vient de les ouvertures faciles de Otake Hideo, et c'est dans le premier chapitre, en fait, qui est consacré. Et donc, ici, on recherche l'extension primaire d'un schéma Harry, et on obtient, en fait, comme on le disait, si on joue l'extension en A, une zone moins intéressante, puisqu'on fait moins de points et qu'on prend moins de distance, quand on regarde l'intersection entre ces deux pierres et qu'on la compare à celle-ci. Première chose, on fait moins de points, ça nous donne l'indice, disons, que la direction primaire serait plutôt en B. Et si on renouvelle l'interprétation, et que maintenant on va vers le centre, puisqu'on se développe des coins, puis vers le bord et enfin vers le centre, maintenant le résultat est beaucoup plus évident. Déjà en termes de valeur, puisqu'en fait ici vous avez vu que l'extension primaire de noir en A apporte environ 30 points à la position, à l'ensemble, tandis que l'extension primaire en B apporte 42 points à la position, avec le même nombre de coups. Donc on est dans cette idée de donner des coups qui sont efficaces. Mais aussi on a autre chose, c'est en fait cette liaison, comme je le disais, virtuelle, le travail entre les pierres, où vous voyez qu'ici virtuellement, vous êtes reliés. Alors que sur l'autre cas, ici on doit descendre, chuter d'une ligne, pour commencer à se relier à cette pierre ou alors à cette pierre-là. Et à ce moment-là, on comprend une chose, c'est que la synergie n'est pas atteinte, puisque ici vous avez 3 pierres qui travaillent correctement entre elles, mais la pierre en R16 paraît étrange, redondante, puisqu'elle ne travaille pas avec le reste de la position des autres pierres, alors qu'ici, à contrario, vous avez les 4 pierres qui travaillent entre elles. Et si on poursuit l'exercice, ici, en cas pratique, c'est une position qui arrive assez souvent encore à niveau bas Q, mais plus rare maintenant chez les simples Q, je crois, en ce moment. Que peut ici jouer le noir? Alors, ici en fait, je l'aime bien cet exemple, c'est toujours dans l'ouvrage de Otake Hideo, dans le premier chapitre, parce qu'en fait, c'est ce qu'on pourrait assimiler à un cas d'école. D'ailleurs, c'est ce qu'il aime bien faire, en fait, ce joueur, c'est montrer des cas d'école, à chaque fois. Et en fait, le meilleur coup, il n'y en a qu'un ici à donner. Il n'y en a pas d'autre. Donc si vous envisagiez, en fait, différents coups pour le noir, par exemple ici, ici, ou même un schéma ici, on se trompe alors d'objectif. L'idée étant simplement qu'il faille récupérer l'extension primaire des deux Shimari. Ici, en l'occurrence, on ne parlera pas exactement, comme j'avais dit, d'extension primaire en P4. Néanmoins, si on imagine en fait que, je peux vous le montrer de cette façon-là, qu'on obtient blanc qui obtient cette extension et qui ensuite prend appui au centre, prend force au centre, vous voyez que les 4 pierres travaillent entre elles, elles sont liées. Donc, on est dans cette notion, prendre l'extension qui est la plus intéressante. Et on la prend ici, comme vous le voyez, à la moitié du plateau. Parfois, on peut se permettre de la prendre en R9. Cela va dépendre de votre intuition. Je ne vais pas vous développer pourquoi R9 ou R10 est le plus envisagé, je vais vous laisser le découvrir. Tout simplement parce qu'en fait, si blanc prend la même extension maintenant, cette fois-ci, elle sera en triangle. Et vous voyez en fait que blanc aura un bord qui est beaucoup plus fin que celui de noir. Donc ici, on est sur cette idée de la part du lion. Prendre le meilleur échange pour nous. Et on arrive alors sur cette haute notion, maintenant avec le shimari haut et court, déterminer l'extension primaire. Et si on détermine en fait l'extension primaire en B, c'est une légère erreur. Aujourd'hui, avec le Go contemporain, je vous le répète, c'est beaucoup moins évident de parler en fait du coup en B comme une légère erreur, malgré ce que Otake Hideo pensait,
puisque justement, avec le Go contemporain, on pense à ce Shimari pas tant en fait pour la zone de points qu'elle va nous apporter que pour le potentiel de flexibilité qu'on obtient. Et par conséquent, pour vous le démontrer malgré tout, en fait, ce qui craint Otakedeo, ce qu'il redoute, c'est que si blanc joue N17, il va pouvoir ensuite ravager la base de vie de noir en jouant P18. Et répondre en A ici serait trop chaotique pour le noir. Et dans certains cas, blanc peut envisager le coup en 2. Et dans ce sens-là, il propose aussi une autre réfutation, c'est celle-ci. Imaginons, noir ici peut jouer un coup, lequel va-t-il jouer? Eh bien, si on envisage le coup en B, c'est un peu étrange, puisqu'en fait on n'a pas encore verrouillé le coin, qu'on essaie déjà d'obtenir une partie du, en l'occurrence du bord. Ici on va faire 6 points supplémentaires, et on ne met pas vraiment de pression ou de position forte sur nos groupes par rapport au groupe adverse. Donc ici on va perdre quelque chose, et on prend l'initiative de manière assez, disons, naïve. Alors que tandis que si on joue ici, en A, première information, on va nous ouvrir plus de points. On va masquer en fait la faiblesse qu'il y a de possible au niveau de Q17 et P18. Et derrière, on voit que l'ensemble des pierres travaillent ensemble parce qu'elles sont liées virtuellement. Donc c'est quelque chose qui, pour ce cas pratique en revanche, c'est assez évident, assez clair, mais en revanche, dans une partie, savoir quelle est la direction primaire de ce Shimari, c'est quelque chose de moins sûr au niveau de l'analyse, il faut quand même le dire. Néanmoins, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est au niveau de ce cas ici. Ici, que doit jouer le noir? Essayez d'envisager ce que peut jouer le noir. On est toujours dans l'ouvrage de Takehideo, je vous le dirai quand on en sortira, si on a le temps. Bien, en premier lieu, la question est de savoir en fait qu'il faille protéger le coin. Et en fait, si on joue ce coup-là, on arrive sur un léger problème, et vous allez voir, ça ressemble un peu à l'idée de ce Shimari Oekwa. C'est que blanc, une fois qu'il s'est stabilisé, envisagera un projet de venir en A. Vous voyez, on retrouve à nouveau cette même faiblesse en C5 ou en B6. Ici, on peut clairement envisager un coup en C5 si on a la pierre en A. Et noir, alors, va devoir investir sur un bord qui n'est pas intéressant pour essayer de masquer la faiblesse et prendre sa direction. Et comme vous le voyez, on est dans cette même forme de direction, d'extension au Shimari, l'extension primaire. Et c'est en ça qu'elle va vous donner en fait cette information et cet intérêt en fait, au moins pour l'explication de Takehideo. Puisqu'ici en revanche, si vous jouez ici, le coup en A pour blanc n'a pas de valeur, vu qu'on est sur un bord qui est relativement plat en plus pour le blanc. Et derrière, comme vous le voyez, on va approcher un groupe qui est déjà stable. Donc noir ne donne pas le suivi à blanc. Ici on ne donne pas le suivi à blanc, on se stabilise. Ici, à contrario, on crée un suivi futur, prochain, au niveau de la stabilité de notre groupe. Et c'est horrible, sachant que blanc avait un coup en C14, que ce n'était plus un bord intéressant pour lui, d'avoir justifié, permis une justification au blanc, de donner de l'intérêt à ce bord. Donc, à trop surinterpréter, parfois on peut se retrouver avec des défauts au niveau de nos positions comme cela. Et c'est un danger sur lequel il vaut mieux être alerte. Et bien, si on peut essayer de recentrer un petit peu tout cela, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Finalement, dans cette séance, disons, en conclusion, ce qu'on pourrait retenir, c'est que il y a 3 règles qui sont dominantes pour notre compréhension en fait d'une partie. Et la première sera en fait la condition de base de jeu. Déterminer le statut d'un groupe. Est-ce qu'il est faible, stable, fort? Une fois qu'on détermine ce statut du groupe, il semblerait qu'il soit potentiellement intéressant de jouer en fait sur des bords larges, mais de préférence, lorsque cela est possible, de jouer dans les directions de nos pierres pour essayer de les lier entre elles, de façon à réunir le plus de points possible. Et à ce moment-là, en fait, on va poser cette question de synergie, comment, notamment en s'appuyant sur des principes de bonne forme, en jouant des formes que l'on sait bonnes, ou en tout cas qu'on a apprises comme étant bonnes, afin de se guider dans cette réflexion. Et si vous le voulez bien un instant, je vais regarder.
Hmm, je pense que je peux vous le montrer rapidement. Je vais vous montrer en fait une analyse de partie. Ça, ce sera pour les joueurs, disons 3Q, qui s'est faite entre Sakata Eyo et Gosagen. Donc Gosagen ici sera blanc et Sakata Eyo sera ici en l'occurrence noir. La partie s'est jouée le 2 décembre 1963 et lorsque j'avais décidé de la commenter, je me souviens l'avoir choisi parce qu'en fait il va s'agir d'une partie un petit peu pilier quelque part, on va dire, en tout cas dans la carrière de Sakata Eyo. Puisque Sakata Eyo a eu, disons-le quelque part, deux murs très opposants à lui au niveau de sa progression. Le premier étant Gosagen, envers qui il va énormément éprouver des difficultés à le battre. Et c'est notamment à partir de cette partie que Sakata Eyo va réussir en fait à ne plus perdre face à Gosagen. Et il y a ensuite, plus tard, venu, en fait, en vérité, à peine 2 ans après, on va avoir en fait la venue d'un nouveau joueur, un jeune joueur, Kato Masao. Donc Kato Masao, c'est notamment l'un des joueurs avec Takemi Yamasaki, Shoshikun, on pourrait dire qui d'autre. C'est déjà pas mal. Qui c'est que je peux vous proposer d'autre? Kobayashi Satoru, Kobayashi Koichi. Donc des joueurs en fait qui en fait, il va être le porteur de la nouvelle vague. Donc la nouvelle vague, c'est quelque chose qui se fait dans la fin des années 60. Et bref, cette fois-ci en fait pour Sakata Eyo, malheureusement pour lui, ce mur en fait en face de ce joueur, Kato Masao, va être à ce moment-là infranchissable. Et, mais bref, ceci se faisant, Sakata Eyo est quelqu'un qui est assez incroyable et c'est ça que je vais vous montrer en fait, c'est sur les débuts de partie. Parce que ça va nous aider à comprendre cette synergie. Et c'est notamment lui qui a écrit énormément d'ouvrages comme le Shuban notamment. Alors ça c'est très intéressant et d'ailleurs c'est très curieux de voir qu'il justifie le Shuban par le Fuseki dans ses séquences. Donc on est vraiment dans quelqu'un qui accorde un soin très particulier en fait dès les premiers coups à poser. On n'est vraiment pas dans de l'instinct mais dans de la compréhension à chaque fois. Et aussi Modern Fuseki qui s'écrit en 2 volumes et là c'est un ouvrage extrêmement épais et dense. Enfin bref, ici je vais vous le montrer. On a noir qui est Sakata Eyo, on a la prise du Sansan et la venue aussi en Komoku. C'est un Fuseki qui va jouer, si je ne dis pas d'erreur, pendant près de 10 ans. Donc c'est quelque chose qu'il a énormément travaillé, comme la plupart de ses Fuseki, puisqu'il joue tous les Fuseki après ses études. Et il prend ce Shimari ici. Et à ce moment-là, on remarque une chose, c'est-à-dire que si blanc en fait prend un Shimari du côté gauche, au niveau de C6, on va avoir un projet de direction en fait qui sera partagé en A. Et c'est là que ça va être intéressant. Gosagen joue le même Shimari. Et alors Sakata Eyo va répondre un coup qui est assez étonnant par rapport à ce qu'on vient d'étudier, c'est-à-dire qu'il ne prend pas l'extension. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas l'extension, en tout cas à l'époque, ce n'était pas l'extension perçue comme étant l'extension primaire du Shimari, puisque celle-ci se localiserait plutôt à R10 pour le noir. Donc on est vraiment sur un jeu ici qui va être très théorique. Et on approche par conséquent le coup, la pierre en fait, de blanc en D17 pour empêcher le Shimari. Et bref, on obtient ensuite cette extension de Shimari, et à ce moment-là, Sakata Eyo récupère l'initiative, et je vais vous montrer cette idée de ressentir les coups. Ici, comme vous le voyez, le bord ici est peu intéressant. Depuis que blanc ici est fort dans cette région, noir ne va pas réussir à créer énormément de points dans cette zone, sur ce bord. Il va au mieux réussir à en détruire. Donc il reste à se demander quels sont les bords intéressants. Ce bord-là reste intéressant pour le noir. C'est large et c'est en direction de son Shimari haut, ça pourrait être intéressant. Cependant, donner au Shimari tout de suite une extension, c'est peut-être un petit peu étrange. Et au nord, à ce moment-là, ça semble une direction intéressante dans la mesure où blanc peut envisager ce coup de partage. Donc par conséquent, on arrive sur ce coup. Et là, à ce moment-là, vous remarquez une chose, c'est le travail qui est accordé de manière virtuelle entre la liaison des pierres. Comme vous le voyez ici, on est en train de lier les pierres entre elles. Et c'est quelque chose qui est assez simple, comme vous le voyez. Même si les séquences qui vont suivre sont extrêmement complexes, on est sur des idées de coups qui peuvent être traduites de manière assez simple. Et vous voyez, ce coup-là ne donne pas de territoire pur, on ne voit pas les points, mais on veille à chaque fois à la liaison, à la cohérence entre les pierres.
Et à ce moment-là, il va se jouer quelque chose de très compliqué, c'est-à-dire à partir de ce coup-là. Si vous voulez, je peux vous le montrer, mais je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, pour comprendre l'idée de ce coup, en fait, blanc aurait probablement dû préférer le coup en A. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toute la force de Sakata-Io. En fait, il faut connaître ce Joseki, qui est de base en G17. Lorsque blanc se stabilise, on monte, on crée la coupe, donc maintenant il faut la protéger. On le fait en cassant la bonne forme de blanc, ici en l'occurrence la gueule de tigre que blanc aurait pu obtenir. On continue ensuite l'effort parce que blanc protège, et il y a un coup qui est assez étrange qui va intervenir, c'est-à-dire maintenant. Maintenant qu'on vient, en fait, c'est pour menacer l'enfermement. On valorise ici le bord nord, donc c'est intéressant. Blanc bloque, et voilà l'échange qui se fait qui est assez étrange. À ce moment-là, noir peut envisager une extension en triangle, et on voit qu'il y a un léger problème de forme en A. Et en fait, Sakata-Io aime énormément ces petits détails en fait, qui semblent anodins, mais qui prennent de grands impacts dans une partie. C'est-à-dire que quand Goseiguen va lancer le même Joseki, on va se retrouver même alors avec ce coup-là, qui est beaucoup plus pertinent que le coup qu'on avait vu dans la partie. On avait dû d'abord faire le Toby, puis ensuite le coup en F18. Ici, on menace directement la coupe en C16. Et c'est quelque chose de dramatique, parce que si blanc ne répond pas, on se retrouve avec une poussée, une survie dans le coin, et probablement une capture des pierres en E15. Donc on est toujours dans cette vocation en fait de simplement essayer de faire travailler les pierres entre elles, c'est-à-dire ne pas ignorer nos faiblesses. Et à ce moment-là, vous voyez qu'en fait, blanc se donne maintenant une bonne forme, il donne son Toby, mais surtout l'ensemble des pierres travaillent entre elles. Le but n'est pas de faire un moyo ici. Simplement, en veillant à la liaison de vos pierres, vous allez vous donner le plus de potentiel. Et je pense que je vais arrêter là pour cette revue de partie, parce que c'est pas intéressant d'aller beaucoup plus loin dans celle-ci, mais on va veiller à ces choses-là pour justement essayer de donner du sens à nos coups. Plus vous allez veiller à la liaison entre vos pierres, plus vous serez stable, plus vous aurez des possibilités de jeu. Au contraire, plus vous ignorez cela, moins vous aurez de possibilités, plus tout vous semblera forcé, et on sera alors dans quelque chose qui est très pénible au niveau du jeu, parce que vous allez le subir. Vous ne donnerez plus assez facilement vos conditions. Donc on répète, on vérifie la stabilité de nos groupes, on attaque ce qui est faible et on stabilise ce qui est faible, ça dépend de la couleur qu'on possède. Derrière, on veille à faire en sorte que nos pierres travaillent entre elles. On s'appuie alors sur des principes de bonne forme, en veillant à une liaison virtuelle. Si on ignore la séquence, on peut au moins imaginer virtuellement est-ce que nos pierres semblent liées. Et ainsi, on va se construire des possibilités de jeu. Alors, voilà. Je suis désolé, ça a été un peu étrange, mais bref, comme je t'ai dit, je l'ai fait en rapide. Donc je ne sais pas si cela a pu vous intéresser, mais en tous les cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et à une prochaine fois. Bonne nuit à vous.